bonjour ou bonsoir. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, fidèles internautes, merci d'être encore avec nous sur Télar TV et bienvenue dans votre émission Droit de savoir. Eh bien, comme vous le savez, depuis le début de la nouvelle pandémie à coronavirus Covid-19, le Congo a prolongé 30 fois d'affilée l'état d'urgence, c'est-à-dire 30 fois 20 jours, soit 600 jours sans interruption. Et là, le gouvernement n'a pas eu besoin de tripoter la constitution congolaise. Bien curieux que les choses paraissent, c'est au moment où la pandémie semble être maîtrisée, à en croire les dernières statistiques publiées par le gouvernement congolais qui font état de 357 cas de décès et de 20 000 cas confirmés, que le gouvernement congolais décide finalement de réviser la constitution congolaise au motif d'apporter une meilleure riposte contre la nouvelle pandémie à coronavirus. Est-ce plausible? En tout cas, je ne saurais vous le dire. Alors, dans ce même numéro, nous parlerons également du discours sur l'état de la nation prononcé par Denis Sassou Nguesso. Pour ce faire, j'ai le plaisir de recevoir sur notre plateau M. Jean-Pierre Anyangoy, président du Parti du Peuple. Moi, c'est Christian Perrin. Bienvenue à tous ceux qui viennent de nous rejoindre sur Télar TV et merci d'être avec nous. Bonjour M. Jean-Pierre Anyangoy. Merci, bonjour à vous Perrin et à tous vos auditeurs. Effectivement, j'ai bien disparu de votre plateau depuis belle lurette. Ce n'est pas un désamour, au contraire, je vous suis constamment. Et je tiens d'ailleurs à vous féliciter pour tout ce que vous faites, parce que Télar TV devient pour nous ce qu'on peut appeler la voix des sans-voix, surtout lorsqu'on vit ici au pays où les médias sont confisqués par le pouvoir et ne peut y avoir accès que celui qui vient chanter les louanges, comme ce n'est pas de notre ressort. Donc, pour nous, vous êtes la voix des sans-voix. Et merci de me recevoir encore ce jour. Merci beaucoup, M. Jean-Pierre Anyangoy. Alors, je disais que Denis Sassou Nguesso venait de prononcer son discours sur l'état de la nation. Qu'est-ce que vous avez pu retenir de ce discours? Parce que finalement, le commun des Congolais dit ce qui ressort depuis, bien entendu, cette allocution, qu'il est revenu sur les mêmes choses, sur le même disque, et d'autres disent d'ailleurs que c'est un disque qui normalement est déjà rayé. Quel est votre avis? Ben, vous m'avez presque déjà arraché les mots. Je voulais tout de suite répondre par ce que vous venez de dire, que c'est un disque rayé qu'on a encore écouté ou qu'on nous a obligés d'écouter, parce que parfois on se dit, bon, est-ce que ça vaut la peine de suivre? Mais malgré tout, on se dit, avant de réagir à quelque chose, il faut bien l'écouter et on se donne la peine d'écouter, mais à la fin, on reste avec le même désenchantement, parce que rien de nouveau, que des nouvelles promesses ou les mêmes sous d'autres formes. Bon, dans celui-ci, ce que j'ai retenu comme nouvelle promesse, c'est 90 000 emplois avec la création des plantations du ricin. Bon, mais malheureusement, c'est que ces promesses n'ont jamais fait l'objet d'évaluation à l'occasion d'un nouveau discours. Donc, on ne nous dira jamais l'année prochaine ou dans 2 ans combien d'emplois on a créés sur les 90 annoncés. Donc, vous voyez que ça peut paraître quelque chose de nouveau, mais ce n'est qu'une promesse de plus. Bon, on nous parle des mêmes choses, la lutte contre les antivaleurs, la paix, ça, c'est déjà le repas quotidien qu'on nous sert. La paix, la lutte contre les antivaleurs. Mais l'impression finalement qu'on en tire, c'est que M. Sassou Nguesso, président de la République, prône le contraire de ce qu'il fait. Quand il parle de la paix, mais on nous sert
le manque de liberté individuelle des droits fondamentaux des citoyens, la violation flagrante de ces droits qui font qu'on ne peut pas être en paix. Car nous n'avons cessé de dire que la paix, ce n'est pas l'absence de crépitement des armes, mais la paix, qu'il a souvent appelée la paix de cœur, ne peut relever que d'un peuple ou des citoyens qui vivent librement, s'expriment librement, ont du boulot, peuvent se soigner, peuvent manger à leur faim. Mais quand ces éléments ne sont pas réunis, on ne peut pas se dire qu'on est en paix. Et parlant de la lutte contre les antivaleurs, cette fois-ci, on nous a brandi l'arsenal juridique qui est désormais mis en place pour attaquer la corruption, pour attaquer les antivaleurs. Alors là aussi, je me pose la question, est-ce que réellement, il nous a manqué jusque-là les instruments juridiques pour sévir contre les antivaleurs? Avant la mise en place de ces institutions, il n'y a rien qui permettait de sévir contre les antivaleurs. Et si on revient en arrière sous ses discours antérieurs, il a bien promis qu'il n'y aurait pas de petits frétins, il y aurait des gros frétins, des gros poissons qui seraient pris, y compris les frétins. Mais c'était en comptant sur quel arsenal judiciaire? Et qu'est-ce qu'il en a été? Combien de gros poissons ont été pris depuis? Rien. Donc, on a mis en place la haute cour de lutte contre la corruption ou la haute autorité de lutte contre la corruption. Ça fait combien de mois? Tantôt, j'entends les gens dire que oui, on a créé cette structure, mais elle manque de moyens. Mais quels sont les moyens qu'il faut à une structure comme celle-là pour réellement s'attaquer aux antivaleurs? Combien de moyens? Des milliards? Et il n'en a pas. Lorsque vous abordiez votre réponse au départ, vous avez dit que Denis Sassou Nguesso a annoncé la création de près de 90 000 emplois, notamment dans le secteur de l'agriculture. Alors, ça me fait penser à la phrase qui lui était d'ailleurs chère dans les années 80, où il disait « Un peuple qui ne produit pas ce qu'il consomme n'est pas un peuple libre ». Et on constate malheureusement à ce jour, 36 ans peut-être au pouvoir, le Congo importe tout et à hauteur de 700 milliards par année. Bien sûr, ces chiffres, il les a répétés. 500 à 700 milliards dans son discours. Mais ce n'est pas d'aujourd'hui, ça. Ça date des années. Ça ne diminue Est-ce que, oui, pas. évidemment, c'est là où je voulais un peu savoir, le fait d'annoncer encore la création, des promesses, hein, la création de 90 000 emplois, n'est-ce pas là un aveu d'échec de sa part, non? Tout à fait. C'est un aveu 35 ans d'échec. après. C'est un aveu d'échec flagrant qui a été constaté même pendant sa campagne électorale, lorsqu'il s'étonnait qu'on importe les safous du Cameroun, on importe l'oignon du Maroc et du Cameroun. Mais je disais déjà, je crois, sur votre micro, que l'oignon ne demandait pas un an pour pousser, hein, pour qu'on le récolte. L'oignon, c'est quelques mois. Il y a ou de fonds pour le développement de l'agriculture qui existent. On a décrié même les détournements de ce fonds. Et le frère Clément Mirassa, président de l'opposition, n'a sans cesse arrêté de répéter qu'il y avait le chef de la DGST qui avait dit qu'on devait saisir les gens qui avaient pris l'argent sur ce fonds qui n'ont jamais remboursé. Et jusqu'à aujourd'hui, il n'y a personne qui a été détenu. Il y a des tracteurs et des tracteurs agricoles qui ont été détournés, qu'on a retrouvés, je crois, il y a 1 an ou 2, et on récolte. Alors, si on est encore à déplorer l'importation de l'oignon, c'est qu'on n'a jamais rien fait. Il y a des ministères de l'agriculture, il y a eu des plans de développement qui ont toujours eu un volet agricole. Il y a eu des fonds 2 ans dans une parcelle dans la région du ministre de l'Agriculture d'antan, dans son village, mais c'était des tracteurs destinés à promouvoir le développement agricole. Mais on ne sait pas qu'est-ce que ces tracteurs font là-bas, ils sont moisis tout neufs.
n'ont Et dans le jamais même servi. sens, il y a eu d'ailleurs un fonds de garantie, je crois, pour l'agriculture qui a été estimé autour de 6 milliards de francs CFA. Tout cet argent est passé comme ça. Personne ne demande qu'est-ce qu'on Et a fait quoi? avec. Qu'est-ce Ben qu'on a fait? voilà, Il y a eu soi-disant des villages agricoles modernes. Ben, qui ont produit on a quoi englouti des exactement? milliards, mais on n'a jamais évalué qu'est-ce que ça donnait. Alors, quand aujourd'hui on nous dit on va créer 90 000 emplois, bon, croire celui qui veut croire, qui jusque-là n'est pas convaincu que ces promesses ne seront jamais tenues. Si sur 35 ans on ne les a pas tenues, ce n'est pas dans les 5 ans là qu'on va les tenir. Maintenant que l'homme est quand même fatigué, il faut le reconnaître. Donc, il n'aura plus le punch d'aller contrôler les ministres qui n'a jamais pu discipliner. Donc, voilà. Donc, ce discours, pour moi, c'est un disque rayé, c'est encore des promesses, mais surtout, ce qui est dommage, c'est quand on fait l'apologie de la lutte contre les antivaleurs et dans la pratique, c'est le laxisme, c'est la tolérance à 100% et non pas la tolérance zéro. Alors, vous voyez que on a eu à signer l'accord avec le FMI en 2019. Tout le monde, il y en a qui ont fêté dans leur pouvoir, mais après, cet accord a volé en éclats parce qu'on n'a pas pu respecter les mesures préconisées pour réduire la dégradation, les déséquilibres qui existent dans l'économie. Maintenant, on peut encore négocier un autre accord. Bon, je ne sais pas sur quelle base Oui, évidemment, le FMI. à ce sujet-là, vous avez dit qu'il a fait, sinon qu'il fait l'apologie, la lutte contre les antivaleurs. D'ailleurs, il annonce qu'on a mis sur place une machine capable désormais de lutter contre la corruption. Il a même annoncé la création de la Cour des comptes, la Haute Cour de justice, la Haute Autorité de lutte contre la corruption. Bref, il y en a plein là. Est-ce que ce n'est pas une façon de faire un clin d'œil, par exemple, au Fonds monétaire international, de Oui, mais qui ça ne ils sert à attendent un rien. accord? Le Fonds monétaire international, c'est ça que j'allais dire, n'est pas aussi dupe. Si déjà le premier accord n'a pas tenu, c'était pourquoi? Il n'avait pas fait des promesses, il n'avait pas pris des engagements. Est-ce que c'est parce qu'on aura créé ces institutions et qui ne vont pas tourner, qui ne vont jamais tourner, que les choses vont changer? Mais on arrivera au même constat. Les institutions existent, elles ont toujours existé, mais elles n'ont jamais appliqué la loi ou les lois en la matière. Et ce n'est pas les nouvelles là qui vont échapper à la règle, puisque personne n'est inquiété, personne n'est sanctionné. On a l'impression que le président lui-même, il rejette la responsabilité, cette fois-ci, sur le Sénat, le Parlement, disons, sur les magistrats. Donc lui, il n'a aucune responsabilité. Ce sont ceux-là qui n'appliquent pas les mesures. Mais qu'est-ce qu'on fait, un chef? C'est lui qui les nomme. Et s'il n'applique pas, mais il faut les relever et changer. Mais pourquoi sont toujours les mêmes? Et on donne l'impression que ce sont les autres qui ne font rien. Lui, il fait, et les autres ne font rien. Mais quand on sait que dans ce pays, aucun ministre, aucun directeur général ne peut prononcer un discours, ne peut prétendre faire quelque chose sans se référer à lui. C'est toujours sa volonté qu'on fait. Mais pourquoi cette volonté de lutte contre les antivaleurs n'est-elle pas appliquée par les mêmes qui ne jurent qu'au nom du président? Chaque chose qu'on fait, c'est l'initiative du chef de l'État, c'est la volonté du chef de l'État. Oui, mais évidemment, évidemment, monsieur Jean-Pierre Agnangoy, à l'opposé, on dira également que tous ceux qui détournent, qui volent l'argent de l'État, c'est aussi la volonté du chef de l'État, puisqu'ils n'ont jamais été punis. Mais c'est ça. La conclusion que je tire, c'est celle-là, de toutes les façons. On ne peut pas tirer une autre conclusion. Si le chef ne sanctionne pas, au contraire, il encourage. Puisque ceux qui sont reconnus, on cite les noms dans les Panama Papers, il n'y a jamais eu, ne fût-ce qu'une enquête, pas de démenti, pas d'enquête. Bon, dernièrement,
On a entendu Thierry Mungala, les uns, porte-parole du gouvernement, menacer de porter plainte contre les médias qui avaient osé dénoncer ou citer le nom du président dans les Panthers Papers. Mais on attend cette plainte, je ne sais pas à quel niveau elle se trouve, l'action en justice. Et on a toujours dénoncé ces enfants qui détournent, qui ont des problèmes aux États-Unis, en France, sur les biens mal acquis. Les milliards d'argent détournés à travers la SNPC, mais on n'a jamais démenti. Ils n'ont jamais porté plainte pour diffamation, mais oui, on n'a jamais non plus il y a enquêté. aussi la disparition des 14 000 milliards dont on n'a jamais expliqué, voilà, on n'a jamais expliqué cela aux Congolais, voilà. Le défunt Premier ministre Clément Mwamba avait dit un jour que quand il est arrivé aux affaires, il n'avait trouvé que 500 milliards. Et il a essayé de justifier que les 500 milliards auraient été utilisés pour les travaux. Mais sur les mêmes travaux, on s'est endetté. Alors, on ne sait plus à quoi réellement a servi la dette si on a utilisé 500 milliards sur 14 000 milliards pour les travaux, ou si on s'est endetté pour les travaux, où sont partis les 14 000 milliards. Donc, alors, monsieur Jean-Pierre Anyangoy, personne n'éclaircit. Oui, monsieur Jean-Pierre Anyangoy, certaines ou certains observateurs pensent que lorsque Denis Sassou Nguesso prononce ses discours, généralement, il s'adresse en fait à ses partenaires extérieurs, à ses maîtres et non aux Congolais, parce que c'est des discours, mais il y a un hiatus entre ce qu'il raconte et ce que vivent les Congolais. Et cela se répète finalement depuis des décennies. Et ça donne l'impression que finalement, Denis Sassou Nguesso s'adresse à d'autres personnes, à une autre communauté. C'est exactement ce que j'ai entendu comme commentaire d'autres compatriotes qui pensent comme moi que ces discours, c'est des répétitions, des choses qui ne sont jamais réalisées. Maintenant, quant à penser qu'il fait ces discours pour les étrangers, je dis, mais à quoi ça sert? Qu'est-ce que ça va apporter au pays? S'adresser aux étrangers. Est-ce que ces étrangers sont ceux qui viennent le voter? Est-ce que ce sont ces étrangers qui vont se réjouir de ce qu'il dit? C'est d'abord les Congolais. On est président pour les Congolais. Mais si ce que vous dites n'est pas en harmonie avec ce que vivent les Congolais, mais je crois que les Congolais sont désenchantés. Et il ne peut pas en être fier et je ne vois pas quel est l'étranger qui va l'applaudir. Ces étrangers ne sont pas aussi dupes. Ils suivent les mêmes discours chaque année. Le résultat, c'est le discrédit du pays. Et on est en contact aussi avec des partenaires étrangers. Qu'est-ce qu'ils pensent de notre pays? Et il y a quelqu'un, je crois, c'est le président du comité ou de la haute autorité de la communication qui a eu à poster quelque chose comme ça sur les réseaux sociaux pour s'attaquer aux médias comme les vôtres, soi-disant à travers vous, on discrédite le pays au lieu de le défendre. Évidemment, il s'agit du président du Conseil supérieur de la liberté de communication, M. Philippe Mvouroui, qui s'attaquait aux médias. Est-ce qu'on peut discréditer un pays, son propre pays, comme ça, gracieusement? Dans quel but? Et puis ensuite, si ce qu'on dit est faux, pourquoi l'extérieur va considérer ça? Si ce n'est pas faux, ben, c'est sûr que l'extérieur, si c'est faux, l'extérieur ne va pas considérer parce qu'ils peuvent vérifier eux-mêmes, ils en ont les moyens. Les ambassades qui sont chez nous servent à quoi? Ne voient pas comment vivent les Congolais, ne voient pas comment se trouve Brazzaville ou Pointe-Noire après les pluies. Chaque petite pluie qui tombe sur Brazzaville, c'est comme un déluge. Et pour ne parler que de ça, les ordures partout. Hier, après le discours à la nation, j'ai vu à Pointe-Noire aussi sur les réseaux, les gens de Pointe-Noire montrer les immondes au marché, les tas d'ordures pour dire voilà, le président parle des conditions de vie des populations, voilà les conditions de vie en question. On parle de
de 110 zones agricoles protégées. Qu'est-ce que ça veut dire une zone agricole protégée? Je ne sais même pas de quoi il s'agit. Protégée contre qui et pourquoi? Qu'est-ce qui en fait des zones protégées et les autres qui ne sont pas protégées? Quelle est la nuance? Qu'est-ce qu'on apporte à ces zones agricoles? Et qu'est-ce que ces zones ont déjà apporté dans l'économie congolaise? Peut-être que pour vous qui êtes sur place, y a-t-il eu déjà des œufs provenant de ces zones ou peut-être des tomates ou des safou, comme il le disait? Je n'en sais rien, moi. C'est pourquoi je pose la question. Qu'est-ce qu'une zone agricole protégée? Les concepteurs de ce concept n'ont pas explicité. On protège quoi dans ces zones? On y a apporté quoi? Ça se trouve où? 110 zones agricoles protégées. Ça Alors, existe ou ça va être créé? Je ne sais pas. Monsieur Jean-Pierre Anyangoy, puisque nous parlons du discours sur l'état de la nation, il y a eu aussi le volet politique. Denis Sassou Nguesso s'est félicité de la dernière élection présidentielle qui a eu lieu le 21 mars dernier. Curieusement, dans son discours, il n'a même pas fait mention du décès d'un de ses concurrents à cette élection, donc j'ai cité Guy Brice Parfait Kolela, qui est mort. L'autopsie a démontré qu'il est mort le 21 mars, donc le jour même de l'élection présidentielle. Et curieusement, dans son discours, il n'a même pas fait mention à cela. Quelle lecture politique pouvez-vous faire de cette attitude? Cela m'a choqué. J'avais plus ou moins commencé à faire le deuil, à terminer le deuil de cette histoire d'élection de 2021. Vous savez que c'est d'ailleurs depuis cette élection que je n'ai plus intervenu sur votre chaîne parce que moi-même, je digérais encore ce qui s'est passé. Même si on avait boycotté cette élection, on n'était donc pas surpris des résultats. Mais par contre, quand j'entends dire que cette élection a été bien organisée et qu'il a été plébiscité à travers son projet de société, je dis alors là, je tombe des nues et ça réveille comme un couteau dans la plaie, de dire, d'entendre ça, et aucun mot sur le décès de son principal challenger, qui du reste était considéré comme un de ses fils, légué par le défunt Kolela. Ne pas en dire un seul mot en sa mémoire, je trouve que ça relève purement et simplement du cynisme même. Est-ce que ce n'est pas une attitude de culpabilité? Bon, peut-être on peut penser ainsi, puisque comment l'évoquer si réellement on n'a pas la compassion, on ne peut donc pas évoquer ça. Et on peut de là penser que c'est un aveu de culpabilité. Mais moi, je relève que c'est soit une maladresse ou alors c'est purement du cynisme que de parler de cette élection en ces termes sans faire un petit mot à allusion à ce décès qui est intervenu dans des conditions non encore élucidées puisque le corps jusqu'à aujourd'hui n'est même pas enterré. Donc, c'est assez triste de constater cela. C'est de la même manière quand j'entends faire des éloges, le président fait des éloges à la force publique, à ceux qui sont partis en défendant la nation, aucun mot sur les jeunes qui meurent dans les geôles de la police. Pas de compassion. On parle des autres morts, mais ce genre de mort mérite que le chef de l'État qui incarne l'unité nationale, les sentiments de toute une nation devrait dire un mot pour dénoncer ces pratiques. Mais qui ne dit mot, consent. Ça veut dire qu'il trouve que c'est normal que cela arrive. Personne n'est sanctionné et au plus haut niveau de l'État, on passe sous silence ce genre d'acte à l'occasion d'un message sur l'état de la nation. C'est comme les bébés noirs qui massacrent, qui tuent les autres jeunes en plein jour. Mais ça se passe de commentaires. C'est vraiment triste. Ça veut dire que les Congolais sont totalement exposés
à l'insécurité, personne ne se préoccupe réellement de leur vie et la vie humaine est banalisée dans notre pays. Alors, Monsieur Jean-Pierre Agnango, nous savons que la santé et l'éducation sont là les piliers du développement d'un pays. Parlons donc de ces deux secteurs. Il s'est vanté comme d'habitude avoir fait des avancées significatives, notamment dans l'éducation, avec la construction de quelques lycées et le recrutement des enseignants. Mais nous savons que jusqu'à vers la fin des années 70, le Congo avait atteint pratiquement un taux de scolarité de 80 ou 90%. Aujourd'hui, ce taux a baissé pratiquement à 20%. Quelle interprétation pouvez-vous faire de cette manière de voir les choses, de présenter les choses que Denis Sassou Nguesso finalement éprouve depuis un certain temps? Parce que lorsqu'il parle aussi de la santé, c'est pareil en fait. Il fait savoir qu'on a recruté près de 625 agents de santé comme ça au CHU, mais lorsqu'on regarde bien le fonctionnement du CHU, et si en une seule année, donc l'année 2021, on a recruté 625 agents, on se pose donc la question, bien avant cette date ou bien avant cette année, il y a eu ce grand déficit où on pouvait encore voir le CHU fonctionner tant bien que mal. Mais là, on vient de recruter 625. C'est ce qu'il dit. Encore qu'il faut aller vérifier sur le terrain, quelles ont été les conditions, les critères, voilà. Et aujourd'hui, on se rend compte que cet établissement hospitalier, qui est d'ailleurs le plus grand du Congo, est sous béquille. Moi, je voulais un peu comprendre cette manière de voir les choses. Pourquoi et qu'est-ce qui peut pousser un président de la République à se faire plaisir, à venir prononcer, à faire des discours sur des éléments où tout le monde sait que finalement, si ce n'est pas de la démagogie, j'allais dire du mensonge, mais il y a certains mots qui sont trop forts. Bon, cette philosophie ou cette manière de faire les choses relève simplement du fait que quand on est en face d'un peuple, un président dont la vision a cessé d'être celle d'améliorer les conditions de vie de son peuple, celle de faire avancer réellement son peuple, la seule préoccupation, c'est d'exister, l'existence du pouvoir. Et on sait qu'on ne tient pas ce pouvoir de la volonté du peuple. On le tient par d'autres mécanismes que vous et moi connaissons. C'est la force, c'est l'intimidation, c'est la brutalité de la répression, c'est la tricherie dans les urnes. Voilà, on tient son pouvoir à ça. Si on tenait le pouvoir de la volonté réelle du peuple par des voies démocratiques, on ferait attention parce qu'on ne pourrait pas dire des choses qui ne peuvent pas se vérifier dans la pratique, parce qu'on sait qu'aux prochaines élections, le peuple va sanctionner. Mais quand on sait que le peuple ne peut pas sanctionner, il ne compte pas en réalité, on peut divertir par des discours qui n'ont pas d'attache avec la réalité. Parce qu'un chef qui dirige l'État, un peuple avec la volonté de bien faire, il se réfère à des normes, à des ratios. Quand on parle de l'éducation, on doit pouvoir parler du ratio maître-enseignant ou du ratio élève-salle de classe. Mais on ne peut pas donner des chiffres comme ça en bazar. On a construit six lycées. Mais qu'est-ce que 6 lycées représentent par rapport à la demande? Est-ce qu'on a amélioré le ratio élèves-salle de classe avec ces 6 lycées? En cette période, et en plus en cette période de Covid-19. Voilà. Et surtout en cette période de Covid où on doit réduire les effectifs dans les salles. Mais nous avons vu, ce n'est pas de la spéculation, des enfants, des écoles primaires et des collèges, plus de 200, près de 300 dans une même salle. C'est pas du mensonge, ça se vérifie. Alors, si on a construit
12 lycées, pas dans une seule localité, mais dans plusieurs localités dispersées dans le pays. Mais ça a résolu le problème en quels termes? Quelle capacité? On a augmenté la capacité de combien? Et les besoins sont de combien? Quel est le déficit? Est-ce qu'on a vraiment réduit le déficit? Dans quelle proportion? Mais ça, il n'y a aucun chiffre. C'est toujours cette histoire d'avoir des bilans globalement positifs et de donner des chiffres qui n'ont aucune relation avec l'ampleur des problèmes à régler. Quand on parle de 90 000 emplois qu'on va créer, mais est-ce qu'on a dit combien de jeunes sont demandeurs d'emploi? Combien en ont perdu avec la COVID? Quel est le taux de chômage dans le pays? Et quand on crée 90 000 emplois, à supposer qu'on les crée, ça contribue à réduire le chômage à quel niveau? Voilà, c'est simple de balancer 90 000 emplois et puis on dit oui, on va créer 90 000 emplois. Mais est-ce que ça résout le problème du chômage? Ça le réduit dans quelle proportion? Donc, voyez-vous que c'est des discours qu'on peut dire, est-ce que c'est de l'amateurisme ou simplement ça tient du fait que le pouvoir, on ne le tire pas du peuple, on l'arrache et on le maintient comme on peut et on peut raconter n'importe quoi, on sait qu'on ne sera jamais sanctionné. Alors, on va revenir donc sur la santé, puisqu'on a déjà amorcé, en parlant bien sûr de ces 625 agents qui ont été recrutés au CHU, mais nous savons que cet établissement, finalement, c'est un établissement hospitalier à problème, hein. Tout le monde dit que ça ne marche pas, et d'ailleurs, quand on y arrive, ben, généralement, on y sort les pieds devant, comme on dit, la tête arrière. Je ne sais pas quelle lecture faites-vous maintenant là, par exemple, du système de santé au Congo-Brazzaville? Ben, il y a un compatriote qui avait écrit un livre comme ça sur le système de santé au Congo, le docteur Ifunza. Il a bien peint le système de dysfonctionnement du système de santé au Congo. C'est la même chose que je viens de dire sur l'éducation. On peut dire qu'on a inauguré l'hôpital de Njiri, on a amélioré la capacité d'accueil de combien par rapport à la demande des Congolais en matière de santé. Et les structures qui existent, le CHU, quelle est sa capacité réelle? Quelle est la qualité des soins qu'on y apporte? Aujourd'hui, Christian, je te dis au pays, il est courant que les gens ont maintenant peur d'aller même dans un centre médical. De plus en plus, les Congolais recourent à la médecine traditionnelle, à des racines, à des tisanes et à la prière parce qu'ils n'ont plus même confiance au système de santé national. Indépendamment de la COVID, qu'on attribue aux gens n'importe comment, quelqu'un rentre pour une autre maladie, et puis tout de suite, on dit que c'est la COVID et qu'il est mort. Et indépendamment de ça, il faut de l'argent. Et les gens sont appauvris comme vous ne pouvez pas imaginer. Les retraités, par exemple, les étudiants et les sans-emploi, ils vont aller à l'hôpital, à quel centre hospitalier, avec quels moyens? Et la qualité du personnel, l'accueil, il est déplorable. Et les gens préfèrent aujourd'hui faire de l'automédicamentation ou se replier sur la médecine traditionnelle. Est-ce que tous ces éléments rassemblés, vous avez dit les pensions qui ne sont pas payées, les bourses qui ne sont pas payées, le système de santé qui est à terre, est-ce que c'est tous ces éléments rassemblés qui pourraient justifier en partie, je dis bien en partie, les 600 corps dont on nous parle abandonnés dans les morgues de Brazzaville? Ou peut-être qu'il y a d'autres facteurs, bien entendu. Ça m'étonne qu'on puisse justifier ces éléments parce que les Congolais, quoi qu'il en soit, sont attachés à leurs parents, même morts, et surtout même parfois on a l'impression que les Congolais se préoccupent beaucoup pour enterrer leurs morts que pour les soigner.
Donc, quand on dit qu'on a abandonné des corps à la morgue, moi, je suis sceptique. Je suis plutôt tenté de croire que ce sont des morts dans des conditions difficiles à expliquer et qui font que certainement, soit les parents ne sont pas au courant ou ils ne peuvent pas se présenter parce que parfois il y a des morts au Congo où on ne peut pas les réclamer, où on vous les remet, on dit que vous ne devez même pas organiser de veillée, il faut vous taire. Vous prenez les cas de ceux qui trouvent la mort dans les geôles de la police, voyez-vous, c'est difficile. On arrive peut-être à s'en rendre compte dans certains cas, mais il y a d'autres, certainement, dont on n'est pas au courant, qui se retrouvent à la morgue. Vous vous souvenez le cas de Kalakala, qu'on avait torturé, puis on était parti jeter devant la morgue. Mais on n'allait pas savoir quelle serait la destination de ce corps. Donc, je crois que les 600 corps abandonnés, à mon humble avis, oui, peut-être qu'il y a des parents qui n'ont pas les moyens pour enterrer leurs morts, mais je pense beaucoup plus que ça peut relever des morts dont les causes sont douteuses et se produisent dans des conditions difficiles et de sorte que les parents soit ne sont pas au courant ou ne peuvent pas accéder au corps de leurs parents. Alors, la santé, c'est aussi le COVID-19. Comme je l'ai rappelé d'ailleurs d'entrée de jeu, depuis le début de cette pandémie, le Congo connaît aujourd'hui un état d'urgence prolongé 30 fois d'affilée. Et j'ai rappelé que les petits calculs faisaient donc les 30 fois x 20 jours, c'est pratiquement 600 jours sans arrêt. Et là, le gouvernement n'a pas eu besoin de tripoter la Constitution. Curieusement, au moment où on nous dit que le Congo semble maîtriser la pandémie, puisque les dernières statistiques font état de 350 ou 367 décès par là et 20 000 cas confirmés, alors on voit bien que le taux de létalité n'atteint pratiquement pas 2%. Et c'est ce mobile qu'on prend pour justifier la révision constitutionnelle, d'ailleurs approuvée par le Conseil des ministres du 16 décembre dernier. Quelle est votre réaction à ce sujet? Avant de réagir sur cette question de la pandémie, puisqu'il y a déjà plusieurs compatriotes qui ont déjà intervenu sur cette question, je voudrais revenir sur un aspect de la santé, puisqu'on est toujours sur cette rubrique santé. Quand on apprend qu'on a inauguré des hôpitaux à Njiri et à Pointe-Noire, on peut se réjouir de dire que même si ça ne suffit pas, c'est quelque chose. Mais la grande question, c'est de savoir si réellement ces nouveaux hôpitaux apportent quelque chose à la population du point de vue de l'amélioration du plateau et surtout de l'accessibilité des populations. Et là, je parlais de l'éducation en termes de ratio qu'on n'évoque jamais. C'est la même chose pour la santé. Est-ce qu'on connaît les ratios médecins-habitants au Congo? Est-ce que le ministère de la Santé fait même des études comme ça? Est-ce que le gouvernement s'en préoccupe? On a combien de médecins par habitant ou combien d'habitants sont à la charge d'un médecin dans notre pays? Rien que même dans les capitales, les principales villes, Brazzaville et Pointe-Noire, est-ce qu'on peut savoir combien de Congolais ont accès aux médecins? Ailleurs, dans des pays comme Cuba, on sait qu'un médecin a à sa charge tant de population, tant d'habitants sur sa charge. Et chaque famille a un médecin que l'État a affecté. Là, on dira que c'est le communisme, le socialisme là-bas, mais chez nous, on a quand même intérêt à savoir, à déterminer ces ratios pour voir dans quelle proportion on essaie d'améliorer ou de rapprocher l'attention médicale des populations du point de vue de l'accessibilité. Là, on a formé des médecins à Cuba, ils sont rentrés, on dit qu'ils sont maintenant en stage. On leur donne des bourses de combien pour des médecins? Mais il y en a beaucoup. 25 000 francs CFA.
25 000 qu'on donne à un médecin. Et vous croyez que c'est ça qui va faire que ces médecins soient rendus de manière optimale? Quel est le traitement donné aux médecins et leurs conditions de travail? C'est bien de construire des hôpitaux, mais à l'intérieur, on y met quoi? Et quel est le personnel qu'on met dans ces hôpitaux et comment on s'occupe de ces médecins pour qu'ils fassent leur travail avec professionnalisme? Il n'y en a pas. Bon, bref, et ceci m'amène donc à répondre à votre question sur la COVID et la prolongation indéterminée des couvre-feux. 30 fois 20, ça fait 600 jours. On n'a pas eu besoin de modifier la Constitution. Comme dans notre pays, ce que veut le PCT, son gouvernement, son président, c'est ce qui doit se faire. Donc, ils n'ont pas besoin de modifier la Constitution pour ça. Ils ont fait 600 jours sans modifier la Constitution. Et on n'en est pas arrivé à la fin de la COVID. Donc, ce n'est pas la mesure miracle pour arrêter la COVID. Est-ce que c'est 90 jours qui feront mieux que 600 jours, où il faudra multiplier 90 jours, voir combien de fois pour qu'on arrive à juguler la pandémie? Si on a multiplié 20 jours fois 30, 600, on n'a pas jugulé, il faudra multiplier 90 jours par combien de fois pour juguler la pandémie, pour que cela justifie le changement de la Constitution. Et qu'est-ce qui les empêche de continuer à multiplier prolonger les 20 jours, oui. Qu'est-ce qui les en empêche? Oui, puisqu'ils l'ont fait pendant 2 ans. Ils l'ont fait continuer. 30 fois, personne n'a levé le doigt. Alors, d'où vient que maintenant, ça doit justifier le changement de la Constitution? J'ai suivi, je ne sais pas si c'était sur votre chaîne ou sur Ziana TV, je crois que c'était avec vous, quelqu'un qui parlait de l'instigateur de cette idée, Didier Ngalbaye. C'est sur Teler TV, oui. Monsieur Guy Bafimba. Sur Teler TV. Voilà, j'ai suivi. Et je crois que la vraie raison se trouve dans ce qu'on vous a dit, ce qu'on nous a servi dans cette émission-là que vous avez eue sur votre chaîne. Et je ne voudrais pas dire plus parce que je crois que ceux qui ont suivi cette analyse faite par le compatriote que vous avez eu sur le plateau démontrent bien à suffisance que la modification, la révision de la Constitution sous cet argumentaire ne tient pas debout. Et qu'on a d'autres maladies, le paludisme, les AVC qui tuent plus que la COVID. Alors pourquoi n'a-t-on pas pris des mesures d'urgence pour arrêter ou pour affronter ces maladies? Et en plus, d'un côté, on sévit, on oblige les gens à se faire vacciner. Bon, ça au moins on peut dire que c'est scientifique, mais pourquoi en même temps on force les gens à se vacciner même quand les gens ne peuvent pas, ils ne devraient pas se vacciner parce qu'ils ont des situations sanitaires qui ne leur permettent pas de prendre le risque de se vacciner, mais en même temps, on veut modifier la Constitution, soi-disant, pour aménager la durée des couvre-feux. Mais est-ce que alors, monsieur Jean-Pierre Anangoy, pardon, que oui, les autres mesures qui peuvent être plus efficaces, comme la distanciation, comme le port, est de plus en plus négligée. Et on voit les gens dans les bus, dans les marchés, qui s'amalgament, se croisent, s'entassent et tout. Et eux-mêmes, les dirigeants qui organisent des fêtes, on les voit, les anniversaires, les mariages, ils en ont organisé sans protection, sans respect des mesures barrières. Sans respect. Alors pourquoi alors vouloir prétendre réviser la Constitution comme mesure pour aménager le couvre-feu, comme mesure miracle ou mesure fétiche pour arrêter la pandémie?
en Et 600 jours. encore que rien ne garantit, même s'ils prenaient 2 ans ou 3 ans d'état d'urgence, rien ne garantit qu'ils vont maîtriser la pandémie avec tous les variants que nous sommes en train d'observer, qui Voilà. apparaissent tous les jours, etc. Alors, on Là, comprend ça très vite. relève maintenant de la pure diversion et peut-être plus sûr qu'il y a une autre raison cachée derrière. Le temps nous le dira. Alors, une autre raison cachée derrière, évidemment, on constate là que le mobile présenté par le gouvernement vient de tomber parce que rien ne justifie au Covid. Vous avez d'ailleurs rappelé le palu qui tue beaucoup plus, qui d'ailleurs, pour la seule année de 2020, a fait pratiquement 5700 victimes. Et les AVC sont arrivés, je crois, en deuxième position. C'est plus de 1100 victimes. Si on parle un peu aussi de diabète, etc., on se rend compte qu'il y a bien d'autres pathologies qui tuent, mais j'allais dire 10 fois, 20 fois plus que le Covid au Congo. Mais alors, présenter ce mobile pour modifier la Constitution, comme vous l'avez dit, il y a une autre raison derrière. Et cette raison, c'est quoi? Qu'est-ce qui peut se cacher derrière? Est-ce que c'est toujours dans le cadre de la succession, comme les gens commencent à spéculer? Je ne voulais pas me lancer dans la spéculation sur cette question de succession dynastique via la modification de la Constitution, mais je dis simplement que quand l'argumentaire justifiant la révision de la Constitution tombe, et si le gouvernement et le pouvoir tiennent à réviser cette Constitution, c'est qu'il y a une autre raison cachée. Et tantôt, je l'ai dit, le temps nous le dira. Mais il ne faut peut-être pas attendre. Tant qu'on est convaincu que ça ne se justifie pas, les voix doivent se lever et nous devons inviter notre peuple et notamment les députés, les sénateurs, puisqu'il ne s'agit pas cette fois-ci d'un référendum, les députés et sénateurs qui représentent le peuple doivent être à l'écoute du peuple et ne pas accepter cette révision dont la cause n'est pas vraiment bien fondée. Vous vous souvenez, en 2015, c'était au nom de l'évolution des institutions. Mais de 2015 à aujourd'hui, qu'est-ce que l'évolution des institutions a apporté aux Congolais? Sinon les morts qu'il y a eu en 2015 et ensuite la crise qui est chaque jour plus aggravante, la pauvreté qui s'amplifie au niveau des Congolais, même le Conseil national de dialogue qui est une de ces évolutions des institutions. Depuis qu'on l'a créé, on l'a institué, il s'est réuni combien de fois? Quand le secrétaire général de cette institution a voulu organiser un dialogue, où est-ce que ça s'est arrêté? Et les dialogues qu'on organise à Madingo, à Ouessos, n'obéissent pas à ce qui est prévu dans la Constitution. Donc, quelles sont les institutions qui ont évolué et qu'est-ce que cette évolution a apporté dans l'amélioration des conditions de vie des Congolais? Zéro, absolument zéro. Sinon, augmenter les charges, parce que ceux qui ont été nommés, promus dans ces institutions, perçoivent leur salaire tous les jours, mais pour un résultat zéro. Quelle évaluation? Quelle action mène-t-il? Absolument rien. Et on déplore l'inertie ou l'inertie face aux antivaleurs. Mais ces institutions ont évolué, mais la corruption est amplifiée, les antivaleurs sont amplifiées. Alors, qu'est-ce que l'évolution des institutions a apporté et qu'est-ce que la révision de l'article 157 va apporter? Ça sera la fin de la pandémie? Personne n'y croit, sauf ceux qui veulent modifier cet article pour des raisons qu'ils connaissent, mais que le peuple congolais n'est pas dupe, qu'on ne continue toujours pas à prendre le peuple congolais de dupe. Évidemment, voilà qui nous permet d'aborder un autre aspect, c'est bien entendu l'affaire Paulin Makaya qui finalement, s'il faut le dire, a pu quand même se déplacer, ce qui lui était interdit depuis des années. Et là, il y a quelques observateurs qui ont pensé également que si cela a perduré, c'est simplement parce que l'opposition congolaise avait, entre guillemets, abandonné
Paulin Makaya, son triste sort. Et ma question était de savoir, peut-être que c'est à tort que les gens ont pensé ainsi, quelle a été l'implication de l'opposition congolaise dans le dénouement de l'affaire Paulin Makaya? Ok, je vais y aller rapidement avant que ma batterie ne cède. Alors, je dirais que l'opposition s'est impliquée pour que Paulin Makaya puisse sortir enfin. Je dirais aussi que oui, par le passé, cette question n'a pas été prise au sérieux ou en main par l'opposition. C'est depuis le mois d'août que nous étions réunis. D'abord, lorsqu'il s'est agi de transférer le général Mokoko de la maison d'arrêt plutôt de l'hôpital militaire pour le ramener à la maison d'arrêt, quand les voix se sont levées pour des questions de santé, de son état de santé qui ne justifiaient pas qu'on le ramène là-bas, en ce moment-là, au sein de l'opposition, nous avions également pris en compte la situation de Paulin Makaya qui avait des problèmes de santé. Et après avoir fait l'analyse, nous avions pris position contre le retour du général Mokoko à la maison d'arrêt et nous avions déjà posé le problème de l'autorisation qui était refusée à Paulin Makaya d'aller se soigner. Et après cette occasion, nous avions convenu avec Paulin de saisir les autorités pour demander l'autorisation de sortie. Et on avait retenu qu'il écrive au Premier ministre, ce qui était fait, qu'il écrive au président de la République, ce qui était fait beaucoup plus tard. Sur le Premier ministre, ça avait pris 4 mois avant qu'on arrive à la situation qu'on l'empêche de sortir. Le courrier était déjà parti, il y avait 4 mois sans suite. Et c'est à peu près 2 semaines avant le 11 décembre que la lettre a été adressée au président de la République, non pas par Makaya directement, mais par son épouse, mais ça obéissait à la logique que nous avions arrêtée. Et cette lettre a été remise en main propre au directeur de cabinet du président de la République et on était rassuré qu'il avait bien reçu cette lettre, qui n'a pas eu non plus la suite. Et pour nous, la suite, c'était le 11, quand Paulin Makaya, fort de toutes ces démarches, n'ayant reçu aucune démarche, aucune suite à nos démarches, avait décidé de sortir puisqu'il avait maintenant le passeport congolais, chose qui lui avait été exigée ou qui était utilisée comme prétexte pour justifier le refus de sortie. Il a dit, cette fois-ci, j'ai mon passeport congolais, j'ai mon passeport anglais renouvelé, je ne vois donc pas pourquoi on ne va pas me permettre de sortir. Et patatac, le 11, on le lui a interdit. Et en ce moment-là, c'est vrai que nous n'avons pas fait des déclarations tout azimut. Nous avions décidé d'aller droit affronter les autorités pour leur demander de vive voix pourquoi Paulin Makaya ne pouvait pas sortir. Nous avions entrepris d'aller demander une audience au ministre Mboulou, qui était le principal acteur, signataire ou qui décide des autorisations de sortie ou du refus de sortie. Nous avions demandé à rencontrer le Premier ministre, nous avons demandé à rencontrer le président du Sénat, nous avons demandé à rencontrer le représentant officiel de l'opposition, Tchatim Abiala. Nous avons demandé à rencontrer le secrétaire général du PCT pour demander à ces personnalités de nous dire pourquoi Paulin Makaya ne pouvait pas sortir. Nous avons entrepris ces démarches dès lundi et après le samedi 11 que Makaya était interdit de sortir. Nous nous sommes réunis lundi et on a pris cette décision. On a commencé à faire ces démarches lundi et mardi. On devrait être reçu le mercredi par le président du Sénat qui, au dernier moment, a fait savoir qu'il était malade. Au niveau de ministre Mboulou, on nous avait promis une rencontre le vendredi et le mercredi, nous venions de la primature quand on nous a appris que c'est Paulin lui-même qui nous a appelés pour nous dire arrêtez ce que vous êtes en train de faire. Je viens d'être reçu par le ministre Boulou et
Il m'a certifié que désormais je peux sortir. Les instructions ont été données aux agents de sécurité, aux services de sécurité, pour que je puisse sortir. Voilà donc les démarches que nous avions entreprises. Ensuite, malgré le fait que Makaya était maintenant autorisé à sortir, nous avons maintenu certains rendez-vous demandés parce que nous pensons que ce cas, il faut qu'il soit définitivement réglé pour tous les opposants et que ça ne soit pas par à coup qu'on doit agir. Il faut qu'on soit sûr que tous les opposants qui n'ont aucun problème avec la justice puissent jouir librement de leur droit de sortir et de rentrer au pays. En tout cas, merci, Monsieur Jean-Pierre Anyango. Je rappelle que vous êtes président du Parti du Peuple et vous réagissez là sur les questions liées à l'actualité de la République du Congo, notamment le discours sur l'état de la nation prononcé par Denis Sassou Nguesso et bien entendu sur le projet de loi portant révision constitutionnelle approuvé par le Conseil des ministres du 16 décembre dernier. Encore grand merci d'avoir été avec nous. À vous aussi, chers téléspectateurs, merci d'avoir encore choisi Télar TV et d'avoir suivi votre émission Droit de savoir. Je vous prie donc de liker, de partager, mais aussi de vous abonner. On se dit donc à très bientôt, mais d'ici là, portez-vous bien et prenez soin de vous car chaque jour, comme je l'ai toujours appelé, est une vie. Merci.